22 h sur Télé Djibouti. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Accord pour le plan quinquennal de développement 2018-2022 entre Djibouti et les agences onusiennes. Et ouverture donc d'une enquête sur des possibles génocides et crimes contre l'humanité qui sont réclamés par des responsables onusiens. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, participe aux travaux de la 137e session de l'Union interparlementaire à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il mène parallèlement des contacts avec plusieurs hauts responsables. Il a ainsi rencontré des cadres de l'UIP, dont Jonathan Long et Nora Barbic, chargés des projets et programmes, afin de renforcer les capacités du Parlement, des élus et des cadres de l'Assemblée. Mardi dernier, le président de l'Assemblée nationale a rencontré le docteur Evgeny Grigoriev, vice-gouverneur et président donc du comité des affaires extérieures de Saint-Pétersbourg, ainsi que par le député Arbi Aboubakarov du département de la coopération économique extérieure. Au cours des différentes rencontres, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a mis en exergue les multiples opportunités d'investissement qu'offre Djibouti. Hier, donc, les travaux de l'Union interparlementaire ont été marqués par une forte déclaration du président du Parlement koweïtien. Et pour nous en parler, Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Fardous? Hier, comme vous le disiez, donc les propos courageux du président du Parlement koweïtien, donc Merzouk Al-Ghanem, ont contraint son homologue israélien à quitter la salle lors de cette 137e session de l'Union interparlementaire en cours à Saint-Pétersbourg. Le président du Parlement koweïtien, Ghanem, donc, a catégoriquement rejeté hier les justifications et mesures répressives israéliennes donc à l'encontre des Palestiniens prononcées par son homologue israélien à la tribune de cette 137e session de l'Union interparlementaire. Au sujet des Palestiniens emprisonnés dans le geôle israélien, le président du Parlement koweïtien a qualifié ce responsable israélien d'occupant et d'infanticide. Merzouk Al-Ghanem s'est adressé au président du Parlement israélien en disant que ses propos cristallisent le type de terrorisme dangereux du monde et qui est le terrorisme d'État. Il a fortement applaudi, donc il a été fortement applaudi par ses homologues parlementaires. Après ces réactions de tous ces dignes parlementaires, tu dois prendre ta serviette, a-t-il dit, et quitter la salle, a lancé le président du Parlement koweïtien à l'adresse de la délégation israélienne qui aussitôt donc quitte la salle. Donc ces déclarations courageuses ont été accompagnées d'applaudissements des autres parlementaires, ce qui a contraint le service de protocole à faire sortir la délégation israélienne de la salle de conférence. Et nous allons revenir donc sur ces travaux de l'Union interparlementaire. Fardouz, alors qu'est-ce que d'abord l'Union interparlementaire? L'Union interparlementaire, comme il est inscrit donc en son article 1er de son statut, créé en 1889, et il s'agit d'un foyer de concertation interparlementaire à l'échelle mondiale, puisqu'il œuvre pour la paix, la coopération entre les peuples et l'affermissement de la démocratie représentative. À ces fins, elle favorise ainsi donc les contacts de coordination et d'échange d'expériences entre les parlements et les parlementaires de tous les pays du monde. Elle examine aussi donc des questions d'intérêt général et se prononce sur des sujets en vue de susciter une action des parlements des parlementaires et contribuent ainsi à mettre à la défense et à la promotion des droits de l'homme. Il s'agit donc d'un facteur essentiel de la démocratie parlementaire et du développement donc qui contribue à une meilleure connaissance du fonctionnement des institutions représentatives ainsi qu'au renforcement du développement dans les moyens d'action de cette union. Donc l'union œuvre ensuite en étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies dont elle partage les objectifs et appuie également les efforts. Elle coopère en outre avec les organisations interparlementaires régionales et les organisations non gouvernementales qui s'inspire des mêmes idéaux. Donc, en octobre 2016, l'UIP a adopté sa stratégie 2017-2021 au titre général de meilleur parlement pour une démocratie plus forte. L'Union donc est financée à Ahmed en premier lieu par ses membres et fonds donc publics. Son siège est à Genève en Suisse.
Merci Fardous pour toutes ces explications. Également dans l'actualité, le gouvernement djiboutien et les agences onusiennes se sont accordés aujourd'hui sur un plan quinquennal du développement pour la période 2018-2022. Ce plan vise à soutenir les efforts du gouvernement djiboutien sur les axes suivants: réduire la pauvreté, renforcer les services sociaux, renforcer la bonne gouvernance et faire face aux changements climatiques et aider les plus vulnérables. Le PNUD, ou le Programme des Nations Unies pour le développement, qui coordonne les activités de toutes les agences onusiennes, mobilisera les ressources et l'expertise de l'ONU. Il collaborera également avec un large éventail de partenaires, qu'il s'agisse de l'État, de la société civile, en passant par le secteur privé et la communauté internationale, qui ont tous un rôle essentiel à jouer pour faire progresser le développement et atteindre ainsi le programme des objectifs de développement durable. Ce document fixant donc toutes les actions à entreprendre sur 5 ans est baptisé Ensemble pour un meilleur avenir. Quelques 190 millions de dollars est sollicité donc pour l'exécution de ce plan. Le PNUD ne dispose cependant pour l'heure que de 52 millions de dollars. Le document a été paraphé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Manzi. Remercier son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son équipe, et vous tous pour l'honneur de votre présence à cet événement qui un peu conclut une phase de l'UNDAF. La signature est très importante pour nous tous parce que c'est un contrat entre le gouvernement et les Nations Unies. Et le travail a été ardu jusqu'à là, mais nous pouvons nous féliciter d'avoir eu un processus inclusif et avoir consacré toute l'énergie dont on avait besoin et le temps nécessaire pour arriver à un résultat de qualité. Et encore plus de dédication devra être mise sur le plan par la suite, parce que le travail commence maintenant. Merci. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué lors de son intervention que cet accord s'inscrit dans les priorités du gouvernement en matière de développement. Il est, selon lui, en adéquation avec la vision du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, ce plan cadre s'inscrit dans les priorités gouvernementales en matière de développement et est en adéquation avec la vision 2035 et le SCAP formulé par notre gouvernement sous la houlette du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Ces priorités restent la promotion de l'accès aux services sociaux de base, la santé, l'éducation, l'environnement, la lutte contre la pauvreté, le chômage, la promotion du genre et l'assistance aux personnes vulnérables. Ce plan cadre est également basé sur les objectifs de développement durable, communément appelés l'Agenda 2030. À ce stade, il convient de rappeler que le financement de ce plan cadre estimé à 190 millions de dollars nécessite une mobilisation accrue des partenaires. Seuls 28% de ces montants seront disponibles, ou rendus disponibles par le système des Nations Unies, alors que 72% de ces 190 millions de dollars restent à être mobilisés. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte ce matin pour faire un appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux afin de nous aider à mobiliser ces fonds manquants en vue de l'exécution pleine et entière de ce plan cadre dans l'avenir. Mesdames et messieurs, il est primordial, par ailleurs, de renforcer la coordination, la cohérence et la synergie des interventions. C'est la clé de voûte de l'efficacité attendue sur le terrain. En outre, ce plan cadre est appelé à évoluer nécessairement en fonction de l'évolution de la situation économique de notre pays et des défis émergents. Je tiens à adresser donc ici mes vifs remerciements à l'ensemble des représentants du système des Nations Unies, aux représentants de nos partenaires au développement bilatéraux, aux représentants de la société civile, du secteur privé et à tous les cadres des départements ministériels qui ont amplement contribué à ce travail et continuent d'agir en faveur du développement durable dans notre pays. Et Fardous, je me retourne vers vous alors. Nous venons de suivre les interventions de la coordinatrice du PNUD à Djibouti et du chef de la diplomatie djiboutienne. Alors tous les deux ont tous deux appelé donc à la générosité de la communauté internationale pour financer ce plan. Effectivement, donc Ahmed, le PNUD demande la mobilisation de 190 millions de dollars, mais il ne dispose actuellement que de 52 millions. En pourcentage, cela donne 27% des sommes sont disponibles et 138 millions
de dollars, soit 72% de la somme donc manque encore. Les agences onusiennes obtiennent ces aides auprès de plusieurs contributeurs et qu'il s'agisse donc des États, des fondations et institutions financières. Entre autres, Barbara Menzi a indiqué que l'ONU est attachée à renforcer son partenariat avec donc le gouvernement djiboutien. Le défi commun pour le gouvernement de Djibouti et l'équipe des pays des Nations Unies sera de ne laisser personne de côté et d'améliorer les tendances en vue d'accélérer le progrès vers les principales cibles des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Selon elle, donc, le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement a été élaboré d'une manière participative sur la base des leçons tirées du passé. Donc, ce plan constitue donc une réponse conjointe du gouvernement djiboutien, un système donc et du système des Nations Unies, des partenariats au développement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations en général et des groupes de personnes les plus vulnérables en particulier. Merci Fardous. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, était à Washington, aux États-Unis, pour prendre part aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les travaux de cette assemblée se sont tenus donc du 9 au 15 octobre dernier. Le ministre était accompagné d'une forte délégation composée du ministre de l'équipement et des transports, du secrétaire général du gouvernement, du gouverneur de la Banque nationale, ainsi que de plusieurs cadres de son département. En marge de ces assemblées, la délégation a eu plusieurs réunions de travail avec les équipes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui ont porté sur plusieurs thématiques dont le développement du secteur financier, la modernisation de l'administration, le secteur des infrastructures, ainsi que la problématique de la création d'emplois et l'entrepreneuriat des jeunes à Djibouti. En marge donc de ces rencontres, le ministre a également rencontré plusieurs personnalités, dont le vice-président de la Banque mondiale, le président d'Africa 50, le président de la Banque islamique de développement, Dr Bandan Hajar. La rencontre avec le président de la BID a porté sur les voies et moyens de renforcer davantage les relations de coopération entre la Banque islamique de développement et la République de Djibouti. À l'issue de l'entrevue, il a été convenu que la BID dépêche à Djibouti au mois de novembre prochain une mission en vue de mener un dialogue avec les autorités djiboutiennes pour la préparation d'un document de partenariat appelé Stratégie de partenariat des pays membres. Cette mission aura aussi pour objectif d'établir le cadre de coopération adéquat à une intervention de la BID qui aurait un impact maximum sur le développement socio-économique de Djibouti. Il a été convenu également que le président de la BID effectue une visite à Djibouti. Ce dernier profitera donc de ce déplacement pour signer avec les autorités djiboutiennes de multiples accords, dont le projet de renforcement des services de santé maternelle et infantile, dont le financement est estimé à 20 millions de dollars. Également dans l'actualité, après les régions du Nord et d'Arta, c'était au tour de la région d'Ali Sabié d'accueillir le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, qui fait un déplacement en terre Assadjog dans le cadre de la tournée régionale initiée en vue de procéder à une large consultation avec la population sur les questions en rapport de soins prodigués. En effet, le ministre de la Santé était accompagné dans ce déplacement par le ministre du Travail, Hassan Idriss Samrié, ainsi que des parlementaires natifs de la région, dont M. Elmi Absi Waïs et Moussa Yabé. Et c'est dans une ambiance de fête et de joie rythmée par des danses et des chants folkloriques que le ministre de la Santé est arrivé donc sur les lieux. Il a ensuite participé au conseil régional à une conférence débat qui a mobilisé de centaines de personnes issues de la société civile. En guise d'approbation collective, les Assadjog ont exprimé leur pleine adhésion à cette initiative inédite de concertation élargie sur la santé qu'ils approuvent avec ferveur. Et dans leur allocution, le préfet et le président du conseil régional d'Ali Sabié, ainsi que le député Moussa Yabé, ont souhaité tour à tour la bienvenue aux deux ministres ainsi qu'à la délégation qui les accompagne, en soulignant que la population d'Ali Sabié attendait ce grand rendez-vous. Et le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Mohamed Sougué, quant à lui exposé brièvement
brièvement les avancées majeures entreprises et de nombreuses actions en cours. Au cours du débat, de nombreux participants ont saisi donc cette opportunité pour interroger le ministre de la Santé sur les sujets qui les préoccupent et qui vont dans le sens de l'amélioration de notre système de santé. Et le ministre de la Santé donc a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Il a en outre indiqué qu'il a pris bonne note de toutes les doléances exprimées et de propositions formulées par les Assadjoug en les assurant que leurs contributions seront intégrées dans le nouveau plan régional de développement sanitaire. Et prenant la parole, le ministre du Travail, Hassan Idriss, a mis en exergue les objectifs de la présente concertation citoyenne. Celle-ci constitue, a-t-il dit, à recueillir les impressions des populations, à écouter leurs doléances et s'informer sur leurs aspirations. Et dans son discours, le ministre de la Santé a vivement sollicité l'implication de tous donc, dans le processus de développement sanitaire de leur région. Il a plaidé pour cette concertation de masse afin de pérenniser un dialogue permanent et constructif. Le ministre a donc invité la société civile à jouer pleinement le rôle qui lui est assigné. Le ministre de la Santé a également souligné que cette stratégie des contributions citoyennes participe énormément à l'édifice d'un système de santé performant, équitable et accessible à tous les Djiboutiens et pour que la santé de proximité soit une réalité à Djibouti. Il a conclu son intervention en rappelant que la mission principale du département de la santé émane précisément des directives fixées par le président de la République. Et le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, qui en sa qualité de secrétaire national du parti RPP chargé de la société civile, a tenu une réunion de concertation avec les cadres du parti et les présidents des annexes. Cette rencontre a eu lieu dans la perspective de la tenue des prochaines échéances électorales. Des élections législatives sont prévues au cours du premier trimestre de l'année 2018. Cette réunion donc de haut volet entre le haut cadre du parti RPP a mobilisé les 125 membres issus des 5 comités des annexes RPP, à savoir l'annexe d'Ali Sabier, l'annexe d'Ali Adé, de Daas Bio, de Goubeto et enfin l'annexe de Holhol. Le but principal de cette rencontre partisane s'inscrit dans la pleine tradition du parti RPP, dans la promotion des échanges et de partage d'informations promptes à perpétuer et pérenniser un dialogue interne et serein entre l'instance dirigeante du parti et la base. Par ailleurs, le secrétaire national chargé de la société civile a confirmé que c'est en partie grâce à ces exercices périodiques de consultation de la base que le RPP justifie sa vivacité, sa longévité, sa popularité et son titre de première formation politique du pays. Et dans leurs interventions, les présidents des 5 annexes RPP constituant la fédération d'Ali Sabier ont présenté les activités partisanes menées dans leurs zones d'influence respectives en mettant en exergue les points forts mais également les points à améliorer. Prenant bonne note des doléances formulées par les présidents d'annexe, le secrétaire national, donc Dr Jama Elmi, a promis de transmettre les doléances au comité exécutif du RPP qui ne manquera pas d'y répondre dans les plus brefs délais. Avant de conclure cette réunion exceptionnelle, le secrétaire national a encouragé l'auditoire à poursuivre l'œuvre des pères fondateurs en renforçant notamment l'ancrage du RPP dans sa vocation originelle d'être au service du peuple, pour le peuple et par le peuple. Autre nouvelle du pays, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, a reçu donc mardi dernier 20 jeunes bacheliers sélectionnés pour une formation de 2 ans au Maroc, avec à la clé leur recrutement en qualité d'enseignants dans leur domaine de compétences respectifs. Ce projet de formation des futurs enseignants répond au manque cruel de formateurs et à la nécessité absolue de développer davantage la formation de nos jeunes. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général Mohamed Abdallah, du directeur général de l'ETFP Abdelghad El-Hamad ainsi que de hauts cadres du département. Le ministre a profité de l'occasion pour rappeler l'originalité de cette formation qu'il a qualifiée d'une grande première dans l'histoire de notre système éducatif, dans la mesure où des jeunes disposant déjà d'une expérience de 3 années de pratique à l'issue de 2 années de formation dans des grandes écoles du Maroc seront recrutés comme professeurs. Il a par ailleurs saisi cette occasion pour remercier les autorités du Royaume du Maroc. Et très satisfait donc de la réussite de ce projet de formation de 20 jeunes auquel il a prodigué des conseils importants et rappelé les attentes du MENFOP. Le ministre n'a pas manqué de féliciter également le directeur général de l'enseignement technique et professionnel Abdelghad El-Hamad et ses collaborateurs.
L'Académie militaire interarmée d'Arta, connue sous l'acronyme AMIA, a abrité donc la traditionnelle cérémonie de remise de diplômes et remise de galons de la 6e promotion des élèves gradés incorporés en septembre 2014. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, et s'est déroulée donc en présence de plusieurs personnalités militaires, dont le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major, les membres du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, et sa déléguée donc, la ministre chargée du Logement, Amina Abdi Aden, des parlementaires, le préfet de la région, des élus locaux et chefs coutumiers, ainsi que plusieurs autorités civiles et militaires. Donc avait pour objectif de transmettre aux élèves sous-officiers les exigences de la condition militaire et les connaissances générales et professionnelles nécessaires à l'exercice d'un métier dédié à la protection de la patrie. Plusieurs étapes ont marqué la cérémonie. 1 minute de silence a été observée pour la tragédie que traversent nos frères somaliens, et après les diverses allocutions, les élèves ont reçu les épaulettes, symbole de leur dévouement et couronnement de 2 années de dur labeur et de sacrifice. Ils ont ensuite prêté serment, rappelant que l'Académie militaire interarmée d'Arta est une pépinière dont sortent chaque année de nouveaux officiers formés pour servir la nation dans ce noble métier qu'est celui des armes. Et dans son intervention, le colonel Mohamed Ali Absi, directeur général de l'Académie, a souligné que la création de cette Académie émanait d'une volonté politique forte du chef de l'État. Il a indiqué que l'AMIA poursuivait ses objectifs, celui de former la crème de l'armée. Nous l'écoutons. Nous ne serions pas ici ensemble, dans ces quartiers de l'AMIA, sans la politique visionnaire du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Effectivement, c'est grâce à sa volonté en tant que chef suprême des armées que l'AMIA est née. À sa naissance, elle aura pour mission principale d'assurer la formation initiale de nos jeunes officiers. Et c'est au profit des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie et des gardes-côtes. Je remercie d'ailleurs le commandement de ces institutions pour la confiance qu'il donne à l'école. Et à ce jour, l'AMIA a formé 160 officiers, dont la plupart d'entre eux ont été injectés dans les bataillons îles déployés en Somalie dès leur sortie d'école. D'où une contribution honorable au profit de l'effort de guerre consistant à garantir l'intégrité territoriale et au maintien de la paix régionale. Concernant la promotion sortante actuelle qui est devant vous, la 6e incorporée en septembre 2014 avec un effectif de 30 élèves officiers au départ, dont 27 lauréats ont achevé leur cursus de formation de 3 ans avec succès. La formation dispensée ici, elle l'est grâce à l'encadrement des officiers djiboutiens certes, mais également grâce à nos amis de la coopération française et marocaine. Et le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, s'est pour sa part félicité de voir sortir une nouvelle promotion de sous-officiers. Il s'est dit conscient de la tâche ou de la mission qui les attend. Je vous propose de l'écouter. De réitérer au nom du gouvernement et du peuple djiboutien la solidarité du peuple djiboutien et de son gouvernement au peuple frère somalien victime d'un acte odieux et barbare que constituait l'attentat du 14 décembre 2017 commis à Mogadiscio, un acte que rien ne peut qualifier, ni religion, ni aucun principe humain. Nous prions Allah d'accueillir dans son paradis éternel les victimes innocentes de cet acte. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux victimes et nous présentons nos condoléances les plus attristées à toutes les familles et à toute la nation somalienne. Je voudrais également rendre hommage à tous nos militaires en général, aux forces de l'AMISOM en particulier, qui sont sur le terrain de bataille et qui font face à cette horreur qu'est le Shabab.
Après 10 ans d'existence légale, il est temps de passer à l'étape supérieure pour l'AMIA. À ce titre, il est important de dresser un bilan principal qui vise à insuffler une nouvelle dynamique. Cette expertise permettra également de creuser d'autres pistes de réflexion et d'autres orientations pour l'Académie. À titre d'exemple, les formations d'application proposées dans les écoles des pays amis, issues de la formation initiale de l'Académie, et l'avenir des jeunes officiers qui sont dans l'incapacité de dérouler un cursus de formation normale. Par conséquent, la formation d'application d'infanterie, par exemple, pourrait être réalisée à Djibouti. L'objectif, in fine, est de faire de l'Académie le creuset de la formation des officiers à tout le niveau, un pôle d'excellence, de référence en matière de recherche, en partenariat avec l'Université de Djibouti, et enfin une école à vocation régionale. Et en fin de cérémonie, parés de leur tenue, les élèves ont reçu les épaulettes marquant leur nouveau grade de sous-lieutenant. Ils ont reçu donc ces épaulettes des mains des membres du gouvernement, des corps constitués, civils et militaires et des officiels présents. Et c'est fièrement donc que les élèves sous-officiers ont juré qu'ils sont prêts à protéger et à défendre la mère patrie. Sport, pour clore l'actualité nationale, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a procédé donc ce matin au stade Goulet de lancement des ligues sportives régionales et communales, une initiative noble qui mettra en place une équité donc entre la jeunesse djiboutienne. Cette initiative va permettre de promouvoir la pratique du sport roi, faciliter la détection des jeunes talents au potentiel promoteur et établir une équité sportive au niveau de la jeunesse djiboutienne. Le secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamil n'a pas manqué donc de rappeler l'objectif principal de cette initiative. À leur tour, les responsables se sont exprimés à tour de rôle pour appuyer l'idée du secrétaire d'État de faire du sport djiboutien un levier du développement social et culturel et lui ont témoigné donc leurs efforts en vue de réussir cette belle initiative ô combien riche en sport. Le futur du pays, les leviers du développement que nous espérons, si nous tous, en tant que responsables et parents, nous nous levons chaque matin, c'est pour que nos progénitures aient un avenir meilleur, jour après jour, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes pas sans savoir également que le sport constitue l'une des rares opportunités pour détourner notre jeunesse du droit chemin de la drogue. Et dans son intervention, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a fait part de ses ambitions créatrices et des efforts de son département afin de multiplier les infrastructures sportives et d'aires de jeu au niveau régional. Il a également rendu un hommage appuyé au premier amoureux du sport, le président de la République, pour sa politique clairvoyante tournée vers l'épanouissement de la jeunesse et le développement du sport djiboutien. Voici un extrait de son intervention. Je voudrais vous rappeler qu'il y a une semaine auparavant, nous avons lancé le programme de détection nationale des jeunes talents dans différentes disciplines sportives afin de rehausser le niveau de la pratique sportive. Je me réjouis d'autant plus car cette initiative tant attendue s'inscrit conformément à la feuille de route du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en matière de la décentralisation en général et en sport en particulier. Notre objectif est de permettre aux différentes ligues régionales d'offrir la possibilité à tous les jeunes garçons et filles de chaque région de participer et de s'adonner pleinement à leur discipline sportive. Toutefois, il m'appartient également, chacun à son niveau, de vous impliquer d'une manière dynamique et responsable pour construire les bases de développement de nos sports régionaux. Je ne manquerai pas de souligner qu'un travail important en matière de détection de jeunes talents doit s'opérer pour réparer cette injustice sportive et permettre aux jeunes filles et garçons
des régions de rejoindre l'élite nationale. Je voudrais vous dire tout mon attachement à la réalisation de ces objectifs au profit de ligues régionaux et communales. Et je vous exhorte de travailler ensemble, main dans la main, autour des valeurs sportives, aussi de nos valeurs traditionnelles et ancestrales. Sur ce, je déclare officiellement le lancement des ligues régionales et communales sportives. Je vous remercie pour votre attention. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Alors nous allons nous rendre dans un premier temps en Birmanie. La fuite de milliers de musulmans rohingyas de leurs terres vers le Bangladesh se poursuit. L'Organisation des Nations Unies estime que plus d'1 demi-million de musulmans ont été contraints de fuir donc face aux exactions et atrocités de l'armée birmane et des miliciens bouddhistes. Donc des hauts responsables de l'ONU réclament désormais l'ouverture d'enquêtes sur un génocide et des crimes contre l'humanité. Eh bien, la Birmanie, Ahmad, a échoué à protéger la communauté musulmane de Rohingyas comme elle en avait le devoir au regard du droit international. On affirme donc de hauts responsables de l'Organisation des Nations Unies. Ils ont réclamé l'ouverture d'enquêtes sur la perpétration de génocide, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Adama Diang, responsable de la prévention des génocides, et Ivan Simonovic, conseiller spécial sur la responsabilité de protéger, ont signé un communiqué en ce sens. Alors Ali, quels sont les éléments sur lesquels s'appuie cette enquête menée par l'ONU? Et les deux responsables de l'ONU se réfèrent aux 3 crimes sanctionnés par le droit international, en l'occurrence le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Ils ont appelé le gouvernement birman à prendre les mesures immédiates pour arrêter les atrocités dans l'État Rakhine, riche en matières premières, en minerais et gaz. Ils ont demandé que soit envoyée sur place une mission internationale et indépendante du Conseil des droits de l'homme dans l'État Rakhine afin de vérifier le fait. Selon l'ONU, plus de 580 000 musulmans rohingyas ont fui la Birmanie depuis le 25 août dernier pour se réfugier au Bangladesh voisin. Et direction l'Afghanistan à présent, les talibans accentuent leur pression sur les forces gouvernementales afghanes, cible de 3 attaques majeures en 48 heures, dont la dernière ce jeudi qui a tué au moins 50 soldats dans l'attaque de leur base dans le sud du pays. Selon donc le ministère de la Défense, Ahmad, plus d'une 60aine de soldats se trouvaient sur la base. 43 ont été tués, 9 blessés et 6 sont portés disparus. 10 assaillants ont été également tués dans cette opération conduite en pleine nuit, donc à l'ouest de Kandahar. L'attaque s'est produite dans la nuit au moyen d'au moins un véhicule militaire bourré d'explosifs. Dans un message, les talibans ont revendiqué l'opération, affirmant avoir utilisé 2 hommes et tué les 60 soldats à présent sur le lieu de l'explosion. L'armée américaine, qui compte près de 11 000 hommes en Afghanistan, a annoncé le renfort d'au moins 3 000 supplémentaires. La base de Maiwand, isolée est située à 80 km à l'ouest de Kandahar, à une vingtaine de kilomètres de la limite avec le Helmand, la province du Pavo, dont les talibans contrôlent les 2 tiers du territoire. Eh bien Ali, donc nous savons que cette attaque à la voiture n'est pas la première du genre menée par les talibans contre les bases américaines en Afghanistan. Soldats et policiers afghans, de ces souvent peu entraînés et mal équipés, continuent de payer le prix fort de leur engagement. Les autorités ne dévoilent donc pas leur perte, mais le CIGAR, l'organisme du Congrès américain qui surveille les dépenses des États-Unis en Afghanistan, les a souvent jugées choquantes et insoutenables. Les talibans qui ont enregistré peu de gains et aucune victoire marquante au cours de leur offensive de printemps lancée fin avril sont en revanche chez eux dans de nombreux districts du sud et du sud-est frontaliers du Pakistan. Cette attaque est la 3e donc en 48 heures dans le sud et le sud-est de ce pays. Elle porte le bilan officiel des victimes à plus de 120 morts et 250 blessés au mois.
Et enfin, le Québec, donc, qui interdit les visages couverts, donc le voile intégral. Et en ce sens, une loi, Ali, a été votée, une loi très controversée qui ne va pas assez loin dans la laïcité pour ses opposants. Après donc nombre de pays européens et 2 ans de tergiversation sur le Québec, le Québec, province francophone du Canada, vient d'interdire la dissimulation du visage dans les services publics. L'argument sécuritaire est avancé, on le sait, les fonctionnaires comme les citoyens devront s'y conformer dès le 1er juillet 2018. En clair, toute personne venant dans une administration, montant à bord d'un bus, se rendant dans une école ou un hôpital devra avoir le visage découvert. En conséquence, elle ne pourra donc pas porter la burqa ou le niqab. Et quelle a été, Ali, la réaction des partis politiques québécois quant à l'adoption de cette loi si controversée? Le parti québécois, le nouveau parti démocratique, estime que cette loi a été votée au détriment du vivre ensemble québécois et dénonce avec que le Québec ne peut avoir un État qui dit donc aux gens ce qu'ils devraient donc porter ou non, et notamment quant à l'application de la loi, elle impactera plus d'une certaine personne et que d'autres donc et de façon disproportionnée. Selon le Parti québécois, cette loi est discriminatoire et brise l'un des principes fondamentaux des droits de l'homme. Là où donc le bas blesse, c'est que cette loi portée par les libéraux n'interdit pas le port de signes religieux par les fonctionnaires, ni le crucifix trônant à l'Assemblée nationale du Québec. Le port du voile intégral indirectement visé par cette loi, la loi 62 sur la neutralité religieuse, passe donc autant plus mal auprès des défenseurs des droits de l'homme et des partisans de la laïcité. Merci, Ali, pour toutes ces explications. Sport extrême, notamment du parachutisme, pour clore cette édition. 25 courageux ont sauté donc dans le vide depuis un pont suspendu à 240 mètres d'altitude, fracassant ainsi un record mondial de saut massif en parachute. Il s'agit de 25 amateurs de sport extrême qui ont établi à Sotchi, en Russie, un record mondial de saut massif en parachute depuis des objets fixes. Lors du festival de base jump appelé Sky Park Base Days 2017, ils ont sauté depuis un pont suspendu au-dessus d'une gorge de 240 mètres de profondeur. Et pour la première fois également, le concours de Sotchi a utilisé un câble tendu à une certaine altitude et doté d'un dispositif destiné aux descentes sous l'effet de la gravitation. Un tel mécanisme n'a été testé auparavant que dans 2 ou 3 endroits au monde. C'est le Sky Bridge, l'un des ponts les plus longs au monde, 439 mètres, qui a servi de base de départ pour les base jumpers. Cette passerelle est suspendue à une altitude de 207 mètres au-dessus d'une rivière non loin de Sotchi. Et c'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.